Ndabaramutsa cyane. For those in the US and in Canada, it's Mwaramutseyo. Those in Belgium and Rwanda time zone, Nimwiriwe. It is a pleasure. My name is Kyusan Hwari. I'm a mobilizer at the USRCA, the diaspora in the US. And it's my pleasure and honor once again to be with you for this other series where we engage with the youth, the Rwandan youth, regarding how to fight genocidal denial, but as well revisionist and negationist in the Rwandan diaspora and in the youth segment. Today, we're joined by different guests, honorable guests. We have Clozel Javo and Claudel Javo, based in Belgium. We have Naomi Neza and Marinège Murergwa, based as well in Belgium. And we have Shami Elodie in the US, and some other guests that might join us at some point, but we're really excited. Once again, this is the second show that we did with the youth. And like we did previously, we really want to make sure people feel comfortable in the languages they speak. So today we'll have English, on aura le français, alors qu'on est Kinyarwanda, please répondez dans la langue où vous êtes le plus à l'aise. On va commencer d'abord par une introduction. Donc, je vais appeler certains de vos prénoms et juste donnez-nous une brève introduction de qui vous êtes, ce que vous faites dans la communauté rwandaise, ce que vous faites aussi personnellement, et pour que nos auditeurs puissent savoir qui est la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc, je commencerai par Miss Naomi. If you could just give us an introduction of yourself. Thank you. So I'm Naomi Neza. I'm Rwandese and Belgian. My dad is Belgian. Recently, I've actually worked and lived in Rwanda. I worked for a press agency, but right now I'm back in Belgium. I'm continuing my studies in communication, and I'm also currently working for the European Parliament in social media marketing. But also my involvement in the Rwandese community here is I used to go to events and I also help where needed when they need something. So yeah, I'm actually pretty involved in the Rwandese community right now. And yeah, that's it for me. Mwakoze, Naomi. I'll have now Claudel, please. Oui, bonjour. Je m'appelle Claudel Jabot. J'ai 20 ans. Je suis en économie de gestion ici en Belgique, plus précisément à l'UCL. Je suis très impliqué avec mon frère que vous allez découvrir dans la communauté, où je dirais que j'essaie de l'être au maximum. Et voilà. Merci à Claudel, s'il vous plaît. Donc moi, je m'appelle Clozel Jabot. Je suis étudiant en économie de gestion à l'UCL, ici en Belgique. Nous, on vit principalement dans la partie francophone de la Belgique. On est très impliqué dans la communauté rwandaise d'ici, c'est-à-dire que ce soit dans les commémorations ou les événements qu'il y a à organiser, on essaie d'apporter un plus, d'apporter ce côté jeunesse qui a besoin et d'instruire aussi les plus petits de notre communauté qui sont les grands de demain. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup à Madame Murergwa. On vous entend pas, pardon, on vous entend pas. Sorry, pardon. Moi, je m'appelle Umurerwa Marinège. Je vis en Belgique depuis plusieurs années maintenant. Je suis financial officer dans une association, dans une ONG internationale belge. À côté de ça, je suis vice-présidente d'une association Femmes Leaders mondiale Rwanda qui œuvre pour la promotion de la femme, pour l'émancipation de la femme aussi et pour la porter au plus haut de son potentiel, si on peut dire ça comme ça. Donc, à côté de ça, j'ai aussi le rôle de maman, je suis aussi une épouse et puis voilà, j'ai toute ma famille qui est ici avec moi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Hanyuma nabaza Madame Shami Elodie.
Hi, everyone. My name is Elodie Chamy, and I'm based in Chicago in the US. I have been involved with the Rwandan community here in the US for a really long time. I came to the US in 2009 and was really involved with the youth at the time. I ended up working for the Rwandan embassy in Washington, DC for 5 years. And was involved more on that side in my role as a communications and education officer. I did leave the embassy about 2 years ago, and I currently work in the tech industry in user experience design and research. And I'm doing my best to continue being involved in the youth, coming back onto the side of the diaspora and not really on kind of like a more professional engagement with the diaspora. So it's interesting for me to be on this side of the conversation, because usually I'd probably be where Chusa is. Thank you very much. So as you can see, we have an interesting panel from different backgrounds, but that's what makes it an enriching panel. It's always impressive that oftentimes when you hear such topic talking about the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, a lot of times it's our elders maybe that are at the table. A lot of times our voices as youth are not always being heard at the table. Yet when you look at demographics, not only in Africa, but as well in Rwanda, now there's a vast majority of people that are considered youth. Is it under 40? Is it under 30? But they're classified as youth. I'll even push it further. There's a majority in Rwanda now that are born after 1994. So you know that our voice is really needed, and we really want to gauge the temperature, want to gauge the pulse of the youth, you listening, but also you panelists. What are you thinking? How do you see this fight that our noble parents, our noble elders started? How can we continue to ensure that the memories of our lost ones, but as well that the history of Rwanda is written in a very accurate way? With that, I'll start with the first question. The first question for Madame Naomi. When you said that recently you've been to Rwanda, but most of the life you were in Europe, in Belgium, can you tell us, this year we celebrated, we commemorated the 27th anniversary of the 1994 genocide against the Tutsi. How do you feel as someone in Belgium that went as well to Rwanda? What is the knowledge you think that the youth has on such a topic? And what is as well the involvement you think of the youth has in Belgium? Because some of us know that growing up, we just went with our parents to the commemoration, and that was just the thing that was done. But now as a youth, what do you think is the role of the youth in not only commemorating, but continuing what our parents have started? It's very important. I think from when I used to grow up, actually I grew up in a village in the Flemish side of Belgium, where there were mostly white people living here, and I wasn't surrounded by a lot of Rwandese people. But every year around April, we used to do a Walk to Remember in Brussels with a big community. And it was very important for me to see that even in Belgium, a lot of Rwandan people came together every year around April to commemorate the genocide against the 94 genocide against the Tutsi. But I feel like here in Belgium, not a lot of the youth are involved because they're not really educated about the facts. And I feel like also it's only in April that people start tweeting and people start talking about the genocide. And I feel like it's actually, especially the denial here in Belgium, it's a big thing. There's a lot of people, deniers here in Belgium. They're usually descendants from people that have maybe participated in the 94 genocide against the Tutsi. So for us, it's very important to know and to educate ourselves about what happened and about these people, the people that are denying the genocide. They're not just denying it in April, they're denying it the whole year. There's different groups here that they have a strategy denying the genocide the whole year. But us youth, we usually come up in April and we start talking back. But it's important that
we educate ourselves about the genocide, but also about the strategy and about how people are denying the genocide. It goes hand in hand together. But yeah, especially this year and last year, sorry, I'm talking a lot, but last year I was in Rwanda during COVID times when they were commemorating the genocide. And then this year I was in Belgium. Everything was online. But I feel like they've done their best to commemorate even when it was online. And I feel like just the youth needs to be more involved and talk more about everything and speak up too. Thank you very much, Madame Naomi. So, je vais me tourner vers Monsieur Clauzel et Monsieur Claudel. Vous deux, vous avez parlé de comment vous êtes très impliqués avec la jeunesse. Vous êtes assez impliqués en Belgique. Et en entendant ce que Madame Naomi vient de dire concernant toute l'année, les négationnistes sont très actifs. Mais nous, malheureusement, c'est surtout vers le moment de la commémoration qu'on commence à élever nos voix, qu'on commence à vraiment, en tant que jeunesse en tout cas, être plus active. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction sur ce commentaire? Et vous, personnellement, comment percevez-vous ce sort d'activité dans notre communauté qui se limite, j'espère pas, qu'aux 100 jours où on commémore le génocide perpétré contre les Tutsis? Je pense que j'ai un avis par rapport à ça, c'est que le génocide perpétré contre les Tutsis est quelque chose de tellement violent que la plupart des gens qui sont que des rescapés ont parfois du mal à en parler et du mal à exprimer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris de ça et comment le transmettre la mémoire. Ils font leur possible, leur meilleur, et heureusement. Mais je trouve que, justement, comme Naomi l'a dit, en avril, c'est le moment où c'est, entre guillemets, un peu obligé de passer par là, et que le reste de l'année, on essaie, enfin, transmettre le savoir n'est pas aussi pondérant que en avril. D'où je rejoins Naomi sur ce fait, c'est que oui, durant le reste de l'année, c'est un peu compliqué d'avoir les jeunes qui se rassemblent pour faire ça. Mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que même le reste de l'année, on montre aux jeunes que les Rwandais ont et, euh, et une histoire à surtout faire transmettre aux autres qui arrivent après nous. Nous, on essaye de faire ça parmi la commémoration aussi. La commémoration, on essaye d'impliquer les jeunes et de ne pas seulement les laisser juste participer à la commémoration comme invités, mais comme aussi porteurs de quelque chose. Et en tout cas, de ça, on fait notre mieux et on essaiera de le faire tant qu'on a envie. Merci. Je ne sais pas si M. Claudel voulait rajouter quelque chose. Oui, Clauzel a très bien parlé à ce sujet-là. Les actions que nous entreprenons au cours de l'année sont certes moins visibles qu'en avril, mais ils sont quand même présents. C'est-à-dire qu'au travers du Rwanda Youth Club, on organise des réunions, des meetings pour sensibiliser la jeunesse à ce qu'est le Rwanda, à l'avenir que nous pouvons avoir, sans oublier le passé qu'on a eu et qui peut être tragique. Voilà, donc c'est vrai que pendant ces 100 jours-là, notre voix s'élève plus que les autres jours, mais on essaye aussi de faire de notre mieux pendant le reste de l'année. Merci. Madame Oumouredwa, je vous ai vu lever la main. Je vais vous laisser commenter sur ce que j'ai posé à Claudel et Clauzel. Mais j'aimerais bien aussi savoir, en tant que vous avez dit épouse et maman, que pensez-vous aussi du rôle que certains parents ont pour transmettre cela, mais en même temps, quand on pense il y a une certaine maturité intellectuelle qu'il faut peut-être attendre pour transmettre aux enfants, il faut peut-être même attendre pour transmettre de fois même à des adolescents. Donc, je vais vous laisser commenter, moi aussi. Est-ce que vous pouvez rebondir sur, en tant que
que maman, quel est, vous pensez, le rôle qui est assez de fois délicat des parents à transmettre ça à leurs, de fois, jeunes enfants? Merci. Oui, merci pour la question. Mais si je peux me permettre, j'aimerais bien commencer par aller réagir sur la réponse de Naomi et Claudel. Je rejoins complètement Naomi, ce qu'elle a dit pour dire que oui, effectivement, les jeunes ne sont pas assez involved, sont pas assez, on va dire, on les implique pas suffisamment, je pense. Ces dernières années, quand même, il y a un petit changement, mais un petit changement minime, ça c'est vrai. Je le dis parce que voilà, je suis beaucoup dans la communauté, dans les actions, les mobilisations qui se font ici en Belgique. Mais c'est vrai que la jeunesse a un petit peu changé maintenant. C'est, on va dire, 3 dernières années où on est beaucoup plus impliqués. Mais ces jeunes-là qui s'impliquent, c'est parce qu'ils ont aussi le souhait, l'envie de savoir, de connaître leur histoire, d'apprendre. Je suis aussi d'accord sur ce qu'elle a dit, le fait que l'éducation est importante. Je l'avais dit aussi la dernière fois dans la dernière émission. L'éducation via nos parents, c'est très, très, très important pour pouvoir donner envie à l'enfant, à la jeunesse de s'impliquer. Il faut déjà qu'ils connaissent leurs sources. Leur roots, si je peux dire ça comme ça. Mais aussi, là-dessus, j'ai envie de dire, la jeunesse ne doit pas forcément, on n'est pas obligé d'attendre que papa et maman nous donnent des leçons d'histoire. On doit d'abord penser par soi-même. Un jeune est un être humain à part entière. Il aura sa propre vie à construire et on ne peut pas construire sa vie sans connaître ses origines et son histoire, même si on vit à l'étranger, en Belgique ici en l'occurrence. On doit avoir une base. Donc, connaître son histoire est quelque chose pour moi de tout à fait naturel et normal. Donc, il faut aller chercher sa propre histoire, poser des questions. Si la réponse ne vient pas des parents, parce que je rejoins ce que Claudel à ce moment-là disait, parce que oui, effectivement, c'est souvent, c'est très douloureux. C'est pas anodin ce qui s'est passé. Donc, demandez aux parents de répéter et répéter à chaque fois. Si vous avez un enfant aujourd'hui et que vous en avez un autre dans 2 ans, à chaque fois, il faut répéter l'histoire. Donc, pour chaque enfant, il faut répéter. Donc, ça peut être un peu lourd et très, 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 très insupportable pour les parents. Mais maintenant, les jeunes peuvent aussi aller se cultiver et rechercher leur histoire. Pour avril, le mois d'avril, on ne réagit pas effectivement aux attaques des Jambo News et autres sur le long de l'année, tout simplement parce qu'on peut pas faire ça toute l'année. Ce n'est pas possible. De un, parce que la douleur, elle est là. En avril, la douleur est beaucoup plus virulente. Elle est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sensible au mois d'avril. Donc, en général, d'ailleurs, ces gens-là savent très bien que c'est à ce moment-là qu'il faut attaquer et dire tout et n'importe quoi à tout va. Mais toute l'année, se battre contre eux, oui, on le fait, mais moi, je dirais plutôt que ça sera administrativement parlant, en essayant de faire des lois ou des choses comme ça. Là, on a un cas qui joue son rôle à ce moment-là pendant toute l'année. Ils font leur travail. Mais maintenant, oui, c'est chaque Rwandais dans le pays qui a été touché par les rescapés qui sont en Belgique, qui ont été touchés, ne peuvent pas s'attaquer à ces gens-là toute l'année. Honnêtement, moi, je le fais sur Twitter, sur les réseaux sociaux, mais à un moment, parfois, ce n'est même pas la peine parce que moi, j'ai envie de dire que le Rwanda donne l'exemple sans avoir trop de mots, sans avoir à s'injurier, à s'insulter ou à s'attaquer sur les réseaux. Je pense que le Rwanda, où il en est aujourd'hui, il parle de lui-même en fait. Donc voilà. Sur le rôle de maman, moi, mon fils, en fait, oui, effectivement, il a 6 ans. Donc moi, j'ai commencé à envoyer, donc il est métis, mon fils est belge-rwandais. Déjà de 1, je l'ai naturalisé directement. Il a la double nationalité. Ça, c'est déjà un pas pour moi qui était très important. Il était naturel pour moi que mon fils soit rwandais. Il a le nom de mon grand-père, comme il a le nom du grand-père de mon mari. Et puis, à cet âge-là, effectivement, on ne sait pas expliquer. Même maintenant, à 6 ans, c'est très difficile d'expliquer la cruauté et oui, c'est assez traumatisant pour un enfant à cet âge-là
âge-là d'entendre les choses qui se sont passées, mais je le fais de façon ludique, de façon, on peut éduquer un enfant en jouant, oui, c'est un mauvais jeu de mots, mais je veux dire en jouant dans l'histoire, avec l'histoire. Je l'emmène chaque année. Cet été, on y va. L'année passée, on était. En décembre, on y était. Donc, depuis il a fait ses 1 an, il est né le 17 juillet, donc depuis qu'il a ses 1 an, à chaque fois, il est au Rwanda et à chaque fois, il voit la vie, il voit la famille, il connaît il apprendra de lui-même. Et puis, quand il rencontre les autres enfants, je le laisse pas seulement aller à la piscine ou des choses comme ça, je le mets vraiment, parfois on va dans des, on va dire, moi j'ai déjà été dans des orphelinats avec lui et quand je vois les enfants avec lui, je le vois, il se comporte de façon naturelle, il pose des questions, il joue, etc. Les enfants sont assez un petit peu impressionnés en général, ils savent pas trop comment réagir, mais alors je lui explique l'histoire et les petits parlent entre eux et ils ont une façon de communiquer entre eux pour connaître. Un enfant ressent les choses. Hein. Un autre enfant qui est malheureux ou qui est, comment dire, qui a une histoire, un lourd bagage, ça se voit on peut dire ce qu'on veut, mais ça se voit dans le regard de l'enfant. Et donc, mon fils me demande, maman, pourquoi est-ce que cet enfant est dans la rue tout seul? Ou pourquoi, maman, cet enfant, il n'a pas de papa ou il n'a pas de maman? Mais alors, je lui explique ce qui s'est passé. J'ai commencé déjà à lui expliquer. On regarde souvent les documentaires du Rwanda. Je suis avec lui et il m'explique, il me pose des questions. Je réponds, mais il faut chercher des mots pour ne pas le choquer, mais il faut chercher des mots, des façons assez ludiques, des façons détournées pour expliquer à un enfant que ça, c'est dangereux ou ça, c'est pas bien ce qui s'est passé. Donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, après, dans quelques années, je l'emmène aussi dans les mobilisations, par exemple pour le mois d'avril, pour le 7. Lorsqu'on fait la marche ici, je l'emmène chaque année avec, maintenant on a fait l'année passée et cette année on n'a pas pu le faire, mais on est toujours ensemble avec mon mari et j'essaie petit à petit de lui expliquer. Et puis on a les membres de la famille aussi qui ont vécu ce cauchemar et qui sont ici et qui ont le même âge et donc ils savent que voilà, j'ai des cousins, des cousines qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus aucune famille, qui ont mon âge, qui ont eu des enfants aussi et entre les enfants, parfois ils se demandent oui, mais moi j'ai pas de grand-père et j'ai pas de grand-mère, comment ça se fait? Donc, ça parle entre eux et puis les petits expliquent à mon fils ou mon fils explique, il dit « Ah oui, c'est vrai, maman m'a dit ça, m'a dit ça ». Donc, ça vient tout seul en fait, mais il faut faire cet effort d'éducation petit à petit. Chaque enfant a son rythme et puis il faut connaître son enfant, bien sûr. Hein. On ne peut pas expliquer. Le mien peut entendre certaines choses aujourd'hui et peut-être que le même enfant de mon voisin qui a 6 ans ne peut pas assimiler les mêmes choses. Donc, umuntu wese agomba kumenya umwana we yarangiza akamusobanurira mu magambo amukwiriye, niko nabivuga. Voilà. Murakoze cyane kandi nk'uko tubizi igiti kigororwa kikiri gito. So, vraiment, je vous félicite et c'est très important ce que vous faites, semer cette graine de curiosité et petit à petit, quand il commencera à avoir cette maturité intellectuelle, peut-être passer à, comme vous avez dit, à l'étape suivante. Donc, merci beaucoup. So now, on va aller en Outre-Atlantique. Madame Chami, you've been in the US since 2009, and as you know, the US is quite a vast country, so it's not easy to know per se what every Rwandan is doing and thinking. However, we're visible and we know that there are Rwandans living in the US. With your different hats that you've worn since 2009 and the way you've been involved and engaged with the community, as we heard our fellow Rwandans living in Belgium talked about the education for the youth, the lack sometimes of access to that education on the history of Rwanda. Could you comment on that, comparing in the US? How is the Rwandan youth engaged or not engaged in the US? And what have you seen that is the good, I might say, tips of what works when it comes to engaging the youth of Rwandans and making sure that year round they feel that call of duty, that sense of, I belong to this country and this is my history. And if I don't speak on my behalf, someone else is going to speak and might misspeak. So, yeah. Yeah, thanks for the question, Chusa.
I really like what everyone has said and really kind of add my voice to that. I think that when it comes to the US and what I've seen around is that the biggest challenge in my view has been that there's been a generational difference in how we address trauma. And that has not been brought into the official discourse that addresses genocide denial or genocide as a topic as a whole. I think that it's going to increasingly be important for those who bear the memory to really kind of come down to the level of the youth that is growing up today. And as you mentioned earlier, you have kids who were born after the genocide. A kid who was born in 1997 is 27 years old today. They probably have a family of their own if they were an early bloomer. So it's very important to understand that generational difference of people who lived through the genocide have kind of firsthand accounts of what happened and can very naturally understand it, and being able to really shift the mechanisms of knowledge transfer to younger Rwandans who not only have the constraint of, they aren't the bearers of this this trauma in a firsthand basis, but they're also far away from home, and they're constantly living in a world that is pretty oblivious to what happened, and at the same time going back to homes where they are being raised by people who perhaps lived through the genocide or have a strong understanding of it. So for me, it's really, I think that the key to being able to keep this memory alive and really kind of create that inner duty to serve and to uphold the memory is really going to come from the ability of our older generations to create opportunities for diaspora youth to engage with them in conversations that aren't so traditional, that aren't so bent on, say, for example, traditional values, because you have to understand that these are young people who are growing abroad, and they have these other mentalities, and they have these other understandings, and they have this other information, and they've lived this other life. And it really, there has to be a lot more work that goes into it in making sure that they are in line with at least the facts. And then I think that it really does come down to each person. As Murirwa was saying, that it's at a certain age, it is up to you to go out and seek the truth and speak on it and be involved in that mobilization and that awareness. Yeah. And earlier, if I can just add on to that, earlier when you mentioned that in some of your roles or that education component, would you mind maybe sharing some success tips or things that you've seen worked? Because again, we don't want to reinvent the wheel. Like, what do you think are some of the things that you see work in, again, educating the youth and engaging them, if you don't mind sharing? Yeah, I think that some of the things that have worked have been when you step away from that kind of, this is the leadership speaking to the youth, or speaking at the youth. And it kind of really becomes a dialogue, don't make it an event where there's, I don't know, some powerful person standing on the podium speaking at or speaking to the youth. Make it more of conversational dialogue, smaller groups, intimate conversations where people feel comfortable coming and asking questions, because it can be very awkward. It can be very, very risky. I've been in conversations with young people who've said things, not knowing the weight that those things can carry in a larger conversation. I can see why people get kind of, se referment sur eux-mêmes. I don't want to talk. I don't want to make any mistakes because it's such a sensitive topic. I think that
some of the things that have worked for me in that role, when I was engaging with youth, is truly creating safe spaces, saying this is a safe space. You can say anything, you can ask any questions, they will be answered. I think that that's one thing that's worked really well. Something else is also just diversifying how you are going about that education piece of things. Most people today, we are fast consumers. You'd rather read a tweet than read an article. You'd rather watch a short documentary than watch a series or listen to a podcast. So it depends. People have different ways how they like to assimilate information, and I think that when you create as many opportunities to really diversify how people access information and really kind of getting to know your audience, okay, the youth, say for example, the majority of the youth in Seattle are in the tech industry, and they mostly converge on topics around technology. Make them comfortable. Don't kind of, like you were saying, don't reinvent the wheel. Keep them in the channels where they are and communicate to them through those channels. You have other communities like, Claudel and Claudel were talking about how they have this association of youth. Perhaps you already have meetings. Don't then take information about genocide denial and put it in an article in a paper in Belgium somewhere. No, talk about it in that forum where you have access to them and there's opportunity for that conversation. So really trying to meet people where they are. It's a little bit more work, but it's just so much more effective and kind of gets you closer to that point where people start feeling like they're informed and they're confident going out there and defending the honor of our loved ones and defending the honor of our country by simply, feeling confident that I can come out with the facts and I can point you to the truth. I think that there's multiple other things that have been done, but I'm going to stop there for now. Thank you. Yeah, murakoze cyane, and I really echo you. And I remember, I think you were quite involved in the 2000, I think it was 15 Texas Youth Forum. And that was, I think, one of the best events I can remember. I've been to different Rwanda days that were amazing, but it was obviously for a different audience. Whereas I remember in that Texas Youth Forum event where we were graced by the presence of of His Excellency, the First Lady, and other officials. But at the end of the day, they just had kind of the moment where they welcomed us and told us kind of the tone of the event, but then we broke in groups and it was just amazing. So I echo you in that. And thank you again for the service you did in coming back about this event. Shifting back to Belgium, I'll ask Madame Naomi. It's interesting when you're saying rightfully so earlier that when it comes to that fight against genocide denial, that fight against revisionism, that fight against negationism, we always remember that we're humans. And as you said, it takes a toll on us. And as negationists have the energy to year-round be fighting against us, sometimes it's hard for people that have lived it. It's hard for people that have survived it. I was wondering, what is, you think, and that's going to be for everyone on this panel, is the role of allies? Because you think in over history, when you've seen different movements, which is for women's rights, which is civil rights when it came in the US, allies played an essential role. And what I mean by allies, coming back to the genocide perpetrated against the Tutsi in 1994, when you think of names like Raphael Glucksmann, Hélène Dumas, some famous Métis couple, and it makes me think of, hopefully one day Marie-Neige and her humble husband might take the lead. But when you think of Madame Dafroze and Monsieur Alain Gauthier, Monsieur and Madame Dupaquier, like there's some very famous half French, half Rwandan couples that have been like on the forefront of fighting and fighting and fighting. But when I see allies, maybe they have, like you said, that distance a little bit because they're not Rwandan sometimes, yet they have the heart for it. And they can, I think, maybe fight year round because they're like, this is my cause and I have enough distance to fight nonstop and not be directly hurt. Whereas, let's say if you're
a survivor or if you are a Rwandan, at some point it takes a toll of you. So coming back to you, Naomi, can you think of allies in your lives, allies in the circles you're part of that you think we could equip with enough tools to lead that fight year round? Because like you said, sometimes as humans, you need a break. But can you think of, again, I was saying some names that are known, at least in the French-speaking world. Raphael Glucksmann even wrote a beautiful letter recently with the president of France visiting Rwanda. Hélène Dumas is a historian lady. She's known for really speaking accurately and really always trying to honor the voices. And even when you think throughout commemoration, we've had sometimes a Jewish leader coming to a commemoration of Iwuka and speaking, an Armenian survivor or a descendant of a survivor coming and speaking. So what is, you think, the role of allies in leading this fight, Madame Naomi? Yeah, first of all, of course, it's very hard for people like us to fight genocide denial all year round. It's impossible because it's basically 24/7 that you see people denying the genocide. But then, in fact, what you said, allies, I think sometimes, for example, it's important that leaders, for example, Macron came to Rwanda, and now the people of France, they also see and they also have more sense of what happened in Rwanda and what was the role of France in the 94 genocide against the Tutsi. Now they know, because for example, in Belgium, if I go to school and I see people of my class, they're like, oh, you're from Rwanda. It must be dangerous there because what happened in 94 and with this and that. And they don't know what they're talking about, because in the news, the leaders, Belgian leaders, they don't really put attention on what happened in 94 and what happened. So basically it's important, yeah, since you said for people around the world to also stand up and talk about what happened. For me, for my dad, he was a war correspondent. So in 94, he was a journalist, and he filmed a lot of the things that happened in 94. So he was there he was there from a close point of view from both sides. And it's a different story for him. And even him right now, he's always on Twitter fighting genocide deniers like Judy River and those people. But I think like people that are not educated on the facts of what happened, they're easy to be manipulated into believing what genocide deniers write on Twitter. For example, I think 2-3 years ago at my university, Judy River came and she was going to do a book reading, like explain her book to the people of my university. It's a Flemish university. And then I was very disappointed that the university I go to, they invited this woman to come and spread her ideology and what she wants to say. And of course, I started a petition, because she was the problem was not that she came to speak at the university. The problem was that she was the only one coming to speak about her point of view, but there was no one there to also counter her beliefs. So she was the only one. I wanted maybe someone that has another point of view to come and speak with her. But in the fact of allies, I don't, yeah, this is my reply in short, but yeah, so. Yeah, thank you, Madame Naomi. I don't know if Monsieur Claudel ou Monsieur Clauzel, vous voulez commenter sur le rôle dans vos cercles, dans vos milieux, les alliés, les amis belges, les amis non rwandais qui aussi veulent mener ce combat qui est noble. Oui, il faut. Mais je commencerai déjà par dire que, en fait, le rôle que nous avons dans la communauté est très important, parce que ce qui s'est passé en 94 continue à nous toucher, même nous, en fait. Du fait que, par exemple, certains d'entre nous n'ont plus leurs grands-parents ou leur tante ou leur grand-oncle. Par là, je veux dire que
ce qui s'est passé en 94 a toujours des répercussions à l'heure actuelle et que notre application est très importante. Alors, pour répondre à votre question, oui, je pense que impliquer d'autres communautés que la nôtre est très important parce que cela permettrait euh, de, de faire connaître l'histoire et d'avancer tous ensemble en reconnaissant ce qui s'est passé pour que nous-mêmes, nous puissions nous sentir compris, en fait. Parce que pour l'instant, à vrai dire, à part, à part les membres de notre communauté et de notre famille, il est vrai, comme Naomi l'a dit, que le monde ne connaît pas vraiment le Rwanda autrement que ce qui s'est passé en 94. Du coup, oui, il est très important de les impliquer, de les faire venir au Rwanda, de leur parler de tous les progrès qu'il y a, de leur parler du pays formidable qui a réussi à se relever. Et oui, le plus important, c'est de faire venir voir tous les progrès miraculeux, je dirais, qu'il y a eu lieu. J'aimerais ajouter sur ce que Claudel vient de dire et Naomi par rapport aux alliés. C'est qu'on a des alliés entre guillemets naturels dans la souffrance, comme les Arméniens, par exemple. Mais je pense aussi que on crée nos propres alliés. Je veux dire par là, en donnant la vérité de ce qui s'est passé à d'autres communautés qui ne sont pas rwandaises. C'est-à-dire que, par exemple, rien que quand on vient me poser une question par rapport à ce qui s'est passé, je peux dire ce qui s'est passé pour que la personne comprenne et assimile ce qui s'est passé, ce que notre communauté a vécu, pour qu'elle puisse aussi donner notre histoire à d'autres personnes qui ne sont pas forcément rwandaises. C'est pour ça que, pour moi, comme l'a dit aussi Marie-Neige, c'est que l'éducation qu'on donne par nous, je ne dis pas qu'on est des professeurs, mais la connaissance qu'on donne aux autres communautés, c'est ça aussi qui va créer nos alliés. Les alliés, c'est ceux qui vont parler aussi pour nous et donner une plus grande force à notre voix. Et c'est pour ça que l'éducation fera d'autres personnes nos alliés, pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Madame Shami, I wanted to build on this question regarding allyship. When you think of in the US instances where we've had authors, like we said, Judy River, Michaela Wrong, come to certain universities, I've heard that sometimes I think there's been a way of organizing perhaps or finding a Rwandan voice in that respective community to either come and propose a rebuttal of everything that author is saying, or different ways of fighting back. Would you mind maybe sharing some of the activism you've seen in the community in the US of ways of creating networks to almost act like vigilantes almost. Whenever we know that someone is going to this place or someone in the educational field is going to speak, is it something you've seen when it comes to activism in the Rwandan community? And if you have, what are some of, if we have a Judy River that has negationist theories, can you think of allies in the US or Canada or even around the globe that have been kind of that counter voice to help bring some kind of rebuttal to such theories? Thank you. Merci, Kyosa. Yeah, the US is a very interesting place because I think that there is quite a bit of romanticizing sufferance and pain and really kind of having an almost inappropriate interest in topics where there's pain involved. And I think that this is preceded by just the history of racism in this country, and that, you know, there's that
moral debt that non-Rwandans might feel towards, oh my gosh, like I have to be involved with this cause, I have to do something. And unfortunately, that's also, there's also the factor of just curiosity and that is added onto that the first person that an American person is going to be in touch with, the first bit of information they get is what they're going to hang on to. And then they will just repeat that to as many people as will listen to them. So I've been part of a lot of these activist encounters or activist events where you know, I'm based here in Chicago. I hear that Rusesabagina is going to be speaking at Northwestern University, which is literally about a 7-minute drive from my house. I'm going to show up. I'll be civil to the extent that I'm allowed to be, but I'll ask him questions. And when you challenge such people in a public forum like that, you're planting that seed of doubt in those who are attending. It's like, wait, what was that question? Where did that come from? I thought this guy was a hero. And then people will come talk to you after the event. They'll be like, what was that you were talking about? Can you elaborate a little bit more? And I'm like, yes. Do you have an email? Boom, boom, boom. Give them information, move on to the next person. You're not only going and I think that there has to be this wider understanding of what, when we were talking about activism in the sense of genocide denial, we have to see the bigger picture, because sometimes you'll write letters and call these universities. Neza has been through it, where you see someone coming to your turf and you don't understand how this could happen. You make these calls, you say you're welcoming a self-proclaimed hero who is actually using money to fund forces that are destabilizing a country. You've written letters, you feel like you've done everything you can, and it doesn't bear fruit right then and there. But I think that if we've learned anything from the history of post-genocide Rwanda, is that change takes time, and there might be some sort of, you know, collective understanding of how we're moving towards kind of winning this war day after day. But at the same time, those wars are fought now, and all the little victories along the way that will really kind of bring things to light. I feel like today, the number of people who are, you know, I've talked to a lot of American people who are like, I can't believe the amount of money that I donated to the Rusesabagina Fund. I didn't know this. There was a movie made about him, and that's the other part. You have to understand that there are a lot of gullible people who have this moral debt and feel like they have to be involved in causes like this, and the first thing they see, they're going to believe it. Hey, Hollywood made a movie about it, it must be true. And it's really important to just be relentless as we go after these people at the level that you're comfortable with. It might just be showing up and asking a question. It might be writing a letter. It might be calling. It might be demonstrating. It might be, you know, any little bit that you can contribute to that fight really does add up to the voice. And I think that one of the things that's one of the topics that's been kind of floating around in this conversation has been that you just can't be involved all year round. You can't, you know, les tonneaux vides font le plus de bruit, you know, it's impossible to just constantly go after these people in the way that they come at us. And it's impossible it's important to be smart about how we engage and who we engage. Like, for example, I'll see a tweet by someone in the Jumbo network. I won't necessarily engage them. You know, I'll be smart about it. I'll look at it. I'll be like, okay, who's this person? When was their account created? How many followers do they have? What is the reach of what they're talking about? If it's negligible, I move on, because I don't need to give them more visibility with my own account with X number of followers, with X number of, you know, with this much engagement. You have to be smart. How do you engage? Who do you engage? And what are the best means of doing it? I was really, really humbled once by a situation where I had a kid who was at the University of Nebraska-Lincoln, and he was on vacation with family somewhere else in the US, and heard that
one of the genocide deniers who's pretty known here in the US was going to be speaking. And she called and said, I know that this person should not be speaking at this event, but I don't know what to say when I show up. Can you give me some talking points? And that's just kind of, that shows you deep within her, she's like, I'm 19, I feel like I don't have enough information to like ask a good question or kind of come at them as well, and really made her kind of a little brief, like, these are probably the things we're going to be talking about, looking at how their conversations have gone in the past. These are the things that they might want to address. Here are kind of like their punchlines, and here are the questions you can ask. Here are the comments you can make. If you need, if you need to talk to me to kind of go through those, there's anything that you don't understand in this, I'd be happy to like. And that really made me question, how often do I feel inadequate? And when I don't feel inadequate, who do I reach out to? Who is my network when it comes to like this knowledge base of what happened in our country and what are we currently fighting? We are fighting genocide denial. We're going to be fighting it for a really long time. And that's just a fact, but like really feeling confident with feeling comfortable asking questions, feeling comfortable saying, I don't know enough about this, but I know it's wrong. So please educate me, please help me. I think that that's going to be really important for our youth as we continue to address genocide denial in the diaspora. Murakoze cyane, Madam Shami. Now, as you know, time is always against us. I'm looking at the time here and we're gonna enter the concluding remarks. I should have started when I opened this panel that there's no way we can give honor in an hour to such an extensive topic. There's no way we can honor the breadth of the topic we're covering in an hour. But again, in an hour, we're always trying to intrigue, to invite people to do more research, and as well to just shed some light, perhaps. But in an hour, we can never really give honor. In the concluding remarks, and I'll just go around in the order that we did before, starting with Madame Naomi. As a concluding remark, when you think of, I like ending in solutions, I like ending with hope, but also with some concrete strategic tools. And we know that social media is big. Social media, the arts, in general, anything that does around soft power culture. It's a Netflix show. It's a small documentary. What do you think in your respective spheres, in your respective day-to-day circles? What is the role you think of social media in fighting back, in educating people, and making sure something sometimes can go viral? But just like Madame Shami just said earlier, also being smart about it, because you got to pick your battles. You're not going to fight against everyone, once again, because we know there are trolls, as they call them, or there are, accounts that are even sometimes fake. It's just someone saying things and they have no particular audience they're trying to reach. But what do you think is the role of social media? How do you personally maybe use social media? And how do you think, to the youth listening to us that are saying, well, I live in Louvain-la-Neuve, or I live in suburbs Chicago, what can I do? This is beyond me. How do you think they can use in a better way social media? Because as you know, social media is one of the things the youth are more and more comfortable, and it's a low-hanging fruit for them. So how do you think we can use social media to fight back? And how are you perhaps, so it can be as an example, using it in your day-to-day life to really educate and spread an accurate a message that really represents what happened in 1994 during the genocide against the Tutsi? And I'll start with you, Madame Naomi. Thank you. For me, I think people are underestimating the power of social media. But my message to Rwandan diaspora, Rwandan youth is that they don't need to be afraid to speak up against genocide deniers. If they need to educate themselves, so if they see something wrong on social media, they can just slap back with straight facts. They have to listen to the voices of their survivors,
because the survivors are the people that tell a story, this and this happened and it didn't go any other way. Also, I think for the youth right now in Rwanda, and the youth that even live in Rwanda, they can show with their social media to their friends that live abroad how beautiful and how amazing Rwanda is right now. So if I see people posting the streets of Rwanda, how clean it is and everything. They use their social media to show their friends that they've met in the US, to show everyone they have on social media how nice Rwanda actually is. Even me, when I was in Rwanda and I posted, I was at a nice place, or I'm just walking in the street and I'm taking a selfie. They're like, wow, it's so nice there. Like, I thought there it was bad and this and that, just to show the beauty and the development Rwanda has made throughout the years. That's also very important. And just invite everyone to come to Rwanda and see the progress they've made. Even even the people that have a bad vision about Rwanda, actually, I would invite them to come to Rwanda and see how it is, and maybe even that will change their mind if they just stop thinking badly about Rwanda and about what happened, and maybe they still have the same ideology from 94. If they come to Rwanda right now, they will see how it is and how the country is so amazing. And yeah, that's it for me. Thank you very much. I'll have Claudel. Oui. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Naomi là-dessus, sur le fait de promouvoir le Rwanda, de prouver à quel point le pays est beau et épanoui, et voilà. Et je ne rajouterai que le fait de ne pas avoir peur, pour la jeunesse en tout cas, de promouvoir en fait. Les réseaux sociaux, pardon, sont le seul moyen que nous avons de faire passer nos messages à nos semblables, on va dire, aux jeunes qui nous ressemblent. Donc, à travers ça, l'utilisation qu'on en fait sera déterminante en fait dans notre combat. Donc oui, il faut pas avoir peur de partager, de se mobiliser derrière des pages qui existent déjà, qui promouvoient le Rwanda et qui partagent toutes nos avances en fait. Merci. Claudel. Moi, j'aimerais beaucoup insister sur ce qu'a dit Chami, que ce soit en anglais, je vais peut-être un peu le répéter en français, mais que les réseaux sociaux sont notre terrain à nous, la jeunesse, et qu'il faut pas avoir peur de parler. Et il se peut que des fois, on n'ait pas forcément les mots, pas forcément la manière dont parler. On a tous quelqu'un autour de nous, quelqu'un qui est plus orateur que nous, une grande personne, que ce soit notre oncle, notre parent, quelqu'un qui est plus informé que nous, qui peut nous donner des questions à poser ou qui peut nous donner une réponse à donner à un commentaire négationniste qu'on a vu sur les réseaux sociaux, et qu'on n'ait pas peur, qu'on ait les outils nécessaires ou la personne à côté de nous pour nous dire comment le dire pour que ça passe bien, pour que ça ait sa place sur les réseaux sociaux et que ça impacte le plus de monde. Parce que comme forcément sur les réseaux sociaux, quand on parle, on a une visibilité plus grande vu qu'il y a plein d'autres utilisateurs qui vont voir ce qu'on va dire, qu'on n'ait pas peur de demander à quelqu'un qui a plus de savoir, plus d'expérience dans le fait de comment le dire, de l'aide pour pouvoir mieux le dire. Donc, c'est ce que j'aimerais dire, qu'on n'ait pas peur de demander de l'aide, même si c'est sur les réseaux sociaux et que c'est notre terrain, mais pour bien faire et mieux faire. Merci beaucoup. Madame Umurerwa, en plus, tout à l'heure, vous avez parlé de comment vous tweetiez souvent. Vous pouvez partager avec nous votre... Oui, mais j'ai envie de poser une question à Naomi, Claudel et à Claudel et Chami. Enfin, Chami, j'ai l'impression que tu es dans la même tranche d'âge que
Non, hein. Je voudrais poser une question. Donc, je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites, qu'il faudrait, voilà, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc., même TikTok ou TikTok, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est là. C'est votre terrain de jeu, c'est vrai. Mais j'ai une question à vous poser. Si vous aviez, est-ce que donc, ce que vous avez dit, c'est qu'il faudrait utiliser ces réseaux sociaux. Vous êtes dessus. Mais moi, j'ai des frères aussi qui ont un qui a 21 ans, l'autre a 17 ans. Ils sont aussi dessus. Ils apprennent leur histoire, ils connaissent leur histoire petit à petit. Ils ne parlent pas le Kinyarwanda. Mais je vais aller dans leur sens quand je leur dis pourquoi vous ne tweetez pas sur des choses que vous voyez injustes, qui ne sont pas correctes, etc. Pourquoi vous ne répondez pas? Et la plupart du temps, même s'ils ne me le disent pas directement, ils me disent, je comprends surtout que c'est une question de gêne. Hein, de gêne dans le sens que le monde dans lequel vous êtes sur vos tweets, c'est le monde entre copains, vous parlez de fêtes, vous parlez des cours, vous avez des sujets bien précis de jeunes. Mais j'ai l'impression que si vous mettez la casquette sérieux et que vous parlez de vous, vous allez avoir des réactions, que vous craignez d'avoir des réactions de vos copains qui vont plutôt dire « Oh, boring, avec quoi tu viens? Pourquoi tu nous parles de trucs comme morbide, c'est pas cool », enfin des choses comme ça. Est-ce que vous avez ce genre de contraintes intérieures? Soyez honnête avec vous-même. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de sentiment en disant bon bah si je poste quelque chose qui met sur le cœur là maintenant par rapport à mon histoire qui n'est pas forcément quelque chose de gai comme les sujets que vous pouvez avoir habituellement, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de frein personnellement? C'est Euh, oui, vas-y. donc la question est très légitime parce que c'est vrai, surtout quand on est un peu plus jeune, c'est-à-dire typiquement quand on commence à utiliser les réseaux sociaux, c'est une idée qui nous traverse directement l'esprit. C'est si je vais poster ça, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Ouais. Mais je trouve que plus on grandit et plus on est fier aussi de ce qu'on représente, d'être rwandais, plus on est fier de ça et moins il y a de gêne par rapport à ça. Mhm. Et si je peux donner un conseil, ce serait juste par exemple de montrer le Rwanda, que ce soit pas forcément peut-être le négationnisme et ce qui s'est passé, peut-être des sujets lourds, c'est c'est moins adapté à des plus jeunes, mais par exemple rien que de dire regardez le Rwanda, d'où je viens, comment c'est beau, juste ça, ça peut pousser aux autres d'aller faire leurs propres recherches et que ce soit pas trop gênant, si je peux dire Ouais. ça, pour les plus jeunes. Après, ça dépend un peu de chacun, mais c'est vrai que l'idée que ce soit peut-être pas approprié aux jeunes nous traverse l'esprit. Mais plus on grandit, plus on est fier d'où on vient et on essaie de le partager au maximum. Ouais. Surtout que ce n'est pas avec un public uniquement rwandais. Vous avez Oui, aussi des c'est ça. jeunes, voilà, on est en Belgique, donc forcément, les personnes que vous avez en majorité, ce sont des jeunes belges, donc qui n'ont absolument rien à voir et qui ne savent même pas peut-être où se trouve le Rwanda sur la carte. Mais, mais c'était un peu l'idée que moi je me... Mais moi, pour les réseaux sociaux, QSA, moi, je suis un peu comme Chami, c'est oui, je réponds quand c'est relevant, quand c'est vraiment nécessaire, c'est pertinent. Quand quelqu'un attaque sur le pays ou sur le régime, ou ils appellent ça régime, ou sur soi-disant des faits criminels ou des choses comme ça qu'on extrapole, oui, en général, je vais réagir parce qu'il faut être factuel. Il ne faut pas répondre pour juste répondre et faire du tac au tac parce que ça ne va jamais se terminer. Mais je pense que oui, quand c'est quelque chose qui est faux et qui n'est pas fondé et que vous avez le pouvoir, enfin, ou la connaissance plutôt d'apporter la preuve contraire, de challenger, comme disait Chami, de les challenger en disant, bon, bah ok, souvent les Verlinden et les Renches là, qui viennent avec des histoires à dormir debout et des théories incroyables, sous prétexte qu'ils ont été, enfin, ils étaient ici avant nous certainement, enfin, ils étaient au Rwanda plutôt en tant que journalistes à l'époque, il y a Mathusalem. Entre-temps, ils n'ont pas mis les pieds en 27 ans, je pense qu'ils n'ont même pas le droit d'y mettre les pieds peut-être. Ils n'ont rien vu, mais ils sont quand même sur les réseaux sociaux en train de parler du Rwanda à l'heure actuelle, comme s'ils avaient été une semaine avant sur place.
Donc oui, là, en général, je vais répondre avec des faits. Il faut être factuel dans les réponses et pas s'attarder sur des petites agressions, des choses comme ça, parce que ces gens-là, il faut savoir que voilà, les jeunes sont à l'école, il y en a qui travaillent, certainement qui n'ont que ça, ils ont engagé des gens, une milice pour faire que ça comme travail, mais on ne peut pas s'attarder, comme disait notre cher président Paul Kagame, il a dit, on peut pas, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, tu peux dire tout ce que tu veux du Rwanda, les faits sont ici, si tu veux vraiment connaître la réalité des choses, tu dois venir sur place. Donc les personnes qui veulent suivre ces gens-là dans leurs accusations, etc., ben, voilà, c'est du racisme déjà de un. Il y a un petit peu de racisme derrière, ça c'est beaucoup même. Et la plupart du temps, ce sont des Belges, que ça soit en Flandre, moi je suis en Flandre, que ça soit en Wallonie, il y a toujours cette petite nostalgie hein, de paternalisme là, qui est là et qui vient, en fait, chacun comble le manque de l'autre. Donc, vous avez les Jumbo News qui recherchent des adeptes pour leur cause complètement hallucinante. Et puis, vous avez le bon Belge qui a juste sa nostalgie, qui n'a pas plus de faits qu'autre chose, qui n'est même pas intéressé par ce qui s'est passé chez toi, parce que tout être humain sur cette planète qui sait c'est quoi un génocide et qui connaît l'Holocauste, qui connaît le génocide perpétré en Arménie ou le génocide des Rwandais, c'est quoi la valeur, enfin, c'est quoi la signification d'un génocide? Donc, tu ne peux pas le nier. Quand tu as vu 6 millions de morts d'un côté, quand tu as vu plus d'1 million de morts, il faut être complètement inhumain pour aller rentrer dans ce genre adhérer à ce genre d'idées de ces gens-là. Donc, les preuves sont là. Je pense que les morts sont là pour le prouver qu'ils existent. Donc, si vous voulez aller dans ce genre de débat, on ne va jamais finir parce qu'ils sont en train de plaider leur cause depuis 27 ans. Et ça fait 27 ans qu'ils ne sont pas leur double génocide qu'ils appellent double génocide, qu'ils cherchent. Ils ne l'ont toujours pas prouvé, ils ne l'ont toujours pas amené toujours pas valorisé ou même légalisé où que ce soit. Donc, on peut leur laisser parler. Mais c'est vrai que quand on a des évidences ou des faits à amener sur le plateau, sur les réseaux, on le fait. Et en général, enfin moi quand je le fais, en général je le fais une fois tous les X temps quand je vois des choses comme ça et en général ils répondent plus, c'est fini, c'est terminé, on réagit plus et on vous fouille même à la limite. Donc oui, les réseaux sociaux c'est bien, mais en même temps, comme je l'avais dit la fois passée, je pense qu'on peut utiliser comme arme pour les jeunes, surtout qui doivent être, comme disait Noémie tout à l'heure, pour les mettre un peu plus les faire participer un peu plus, que ça soit dans la vie de tous les jours, le long de l'année, toute l'année. On peut organiser, enfin moi, ça, ce sont des suggestions ou des idées que j'ai toujours pensé qui ne se faisaient pas ici en Belgique, en tout cas, ou pas à ma connaissance. Organiser des séances de discussion entre jeunes, uniquement entre jeunes, sans les adultes. Donc, c'est-à-dire que le jeune qui a la connaissance de son histoire parfaitement bien peut organiser des séances entre jeunes, des séances de discussion, pour juste discuter, tiens, pour avoir une idée, toi, quel est ton ressenti, qu'est-ce que tu en penses, où est-ce que ça te touche, parce que vous avez des jeunes aussi introvertis qui ne savent pas exprimer leur douleur ou qui ne savent pas exprimer leur façon, leur pensée au milieu des tweets ou des choses comme ça à distance. Donc, je pense que ce genre de discussion entre jeunes, ça pourrait être très intéressant et très, très, très utile pour que le jeune puisse se sentir un peu plus involved dans la communauté et dans la cause qu'il est censé défendre. L'autre point, c'était quelque chose que moi je voudrais bien faire, si le Covid le permet, c'était ce que je voulais faire ici à l'école de mon fils, c'était organiser des classrooms de témoignages. Donc, inviter des gens de Iwuka, enfin, avec l'aide de Iwuka, par exemple, nous nommer quelques personnes en Belgique ou dans les autres diasporas aussi pourraient le faire, ou ils le font peut-être déjà,
mais je trouvais que c'était important. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais on ne peut pas batailler que seulement sur les réseaux sociaux, parce que les gens qui adhèrent aux idées de Jumbo News, au négationnisme, ne sont pas seulement des gens qui vont, et on a des vieux, hein, vous avez des vieux qui ne vont pas sur Twitter, vous avez, et ces gens-là, en général, enfin voilà, ils ont aussi leur petit club, etc. Donc, pour toucher tout le monde, pour moi, aller dans les écoles et apporter les témoignages des survivants en live, comme les Juifs l'ont fait d'ailleurs. Je pense qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup de choses comme ça, et c'est rentré, ça peut rentrer. Et il n'y a pas besoin d'avoir comment dire, une loi qui est votée ou qui est mise en place par le gouvernement belge, par exemple. Vous pouvez demander, moi je l'ai demandé à l'école, on m'a dit que c'était sans problème, que je devais juste choisir le jour, la personne que je voudrais amener, et ça peut être une personne, deux personnes qui vient et qui explique à la classe. Maintenant ici, les primaires, je n'allais pas le faire chez mon fils, mais c'était plutôt les secondaires que je visais. Mais là, ça veut dire que je ne vise pas uniquement la population, la jeunesse rwandaise, mais tu vises aussi la jeunesse européenne, donc belge. Donc, qu'elle soit flamande ou qu'elle soit wallonne, c'est bien que tout le monde puisse entendre en même temps, parce que ces enfants-là, en rentrant à la maison, ils vont aussi éduquer leurs parents. Ils vont répéter ce qu'ils ont entendu. Et voilà, pour moi, c'était une façon de contribuer à ce qu'on élargisse un petit peu le combat avec les Jumbo News et les négationnistes. Voilà. Merci beaucoup, Madame Umurerwa. Last but not least, I have you, Shami, and your concluding remarks. Thank you. You're muted. I'm that person. Sorry about that. Yeah. I really did enjoy listening to what the younger folks on this panel had to say about engagement, especially on social media, since that has kind of became the world where we live, the world where people get their news from, and where news exponentially disseminates faster than it would, say, on cable news or radio. But one thing that that I've kind of taken from my communications background is that the power of content is exponentially higher than the power of social media itself. And what I mean to say is that how you decide to shape your content and what you share is far more important than how much you show up on social media. And you know, Umurerwa was touching on the subject of, you know, you have young people who feel like, you know, this is not my online persona, this is not my brand. These are not things that I talk about on my accounts. And I feel that that's not a problem that is only relegated to younger people. I feel like with people my generation or older, I've definitely heard conversations where people are talking about ibyo bya politiki nje simbijyamo, ibyo bintu ni ibyanyu, ibyo biyasinya mbijyamo. Yeah, and it's very surprising to hear this sentiment that people think that talking about the livelihood of your country and of the memory of a whole nation is political discourse, or to try to disassociate those two, because I think that they're inherently tied. So when I say that, you know, there's power in content, I've seen people who go a year without talking about genocide topics, genocide-related topics, but then come April, they come armed with original content, you know, addressing a specific topic. As one of my friends had done a thread on children who were, you know, who died during the genocide, and there's power in kind of that kind of content. You know, people are gripped and they want to come back tomorrow for the next piece of that thread, and you see people who kind of come online, especially in April, they're like, okay, I'm going to be doing 100 days of resources on the genocide that you can use. That's incredibly powerful for someone online, especially younger people, to be like, oh my gosh,
I can come to this account every day and I'll read something or I'll watch something that gives me a little bit more information about what's going on or what went on during this genocide or what's going on in the rebuilding efforts in our country. And I think that that's really important. We have to really start talking about social media, not just as a vessel of, viewership, but also as a vessel for intellectual conversations. Like you need to put real content here. I certainly have used my accounts to just joke around or post memes and things like that, but I also, when need be, I use it to really kind of share very, very important topics, especially when we're talking about the genocide. And then the other thing is that when it comes to social media and how we engage with genocide deniers, we tend to be in kind of a reactive mode where, they hit with something and we hit back. They hit with something, we hit back. Yet I think that we need to really kind of shift the mentality towards being a little bit more proactive in how we address genocide denial and how we curtail their engagement. When you've already put out so much content and information that really kind of gets people to think about genocide deniers and the symptoms and how to, recognize them and what kind of language they use and what kind of forums they're usually in, it becomes a lot easier to curtail their what they also bring online, because they're like, they've already figured that one out. What other means can we use to trick people into believing things like a double genocide or all these other crazy theories that are out there? So I think that we have our work cut off for us. I think that it's very inspiring to see people who were born like 7 years after the genocide being this passionate about this kind of topics and truly wanting to do more. And I think that it is up to, people who are a little bit older than us, who were there, or, us who were, living in exile with parents and things like that, kind of bringing all those stories together and figuring out, where do I fit in this? Because you have to also realize that now we're shifting towards, especially people who've lived abroad, it's less about the communal thing, which is what we're used to in Rwanda. It's less about the communal thing. It's more about understanding how you fit in this huge puzzle and what your role is, and really giving value to that as well. Community is great, but you can't be a valuable member of community until you understand to understand yourself and how you show up in that community. So I think that those two strands are kind of how I would go about it. Thank you. Yeah, thank you very much. Murakoze cyane. Merci beaucoup à vous tous. Again, it's hard in 60 minutes and some change to cover such a topic, but with all the material you shared today, I think our attentive listeners have had some direction in where to pursue research, but as well an invitation to, hey, you also should know more, and you as well should take more agency in having that thirst to know more. I want to thank all of you honorable guests that joined us today, Monsieur Claudel, Monsieur Clauzel, Madame Naomi, Madame Umurerwa, and you, Madame Shami. Thank you for taking your precious time on this day. But as well, Muhumuza, my colleague, who's always behind the scenes, making sure everything goes smoothly. But as well, the One Nation Radio. It's always a pleasure and honor to have this platform to raise the voices of the Rwandan diaspora, and as well the Rwandans living in Rwanda, to make sure our narrative is being shared at the first person. A lot of times people speak maybe on our behalf. A lot of times our story is being shared and we're not in the room, but we take pride at One Nation Radio to elevate and help resonate the voices that are ours. Also commending all of you. Je tenais vraiment à vous féliciter vous tous, car ce noble combat personne n'a choisi ce combat qui est de maintenir la mémoire de plus de 1 million de Tutsis tués durant le génocide en 1994, mais aussi ce combat maintenant de partager la mémoire et aussi de propager l'histoire factuelle et aussi s'assurer que les gens connaissent où est le Rwanda, d'où vient le Rwanda et où va le Rwanda. Donc vraiment, à vous tous sur ce panel et aussi vous qui nous écoutez, vraiment,
je soutire mon chapeau et je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on choisit, mais ça fait partie de notre héritage. Nos parents ont tout fait pour qu'on ait un pays à nouveau, un pays d'unité, un pays de réconciliation. Et maintenant, nous, je crois que la jeunesse, on doit continuer pour bâtir sur ces fondations et s'assurer que nos enfants et nos petits-enfants pourront continuer à profiter de ce beau pays qu'est le Rwanda, où Dieu, chaque soir, rentre dans ce précieux pays. Donc, avec ça, vraiment, mwese ndabashimira cyane kandi mbifuriza ko Imana ikomeza kubana namwe. Please stay tuned with One Nation Radio. Click on our YouTube, on our link in general, because we cannot be without all of you, attentive listeners and followers. And until next time, I'll hope to see all of you. This was Chusanwari from the US, and was always pleased to be your moderator today. Murakoze cyane.